Sous le soleil doré d'un matin de printemps, les ruelles pavées de grâce s'animaient d'une douceur florale. Le marché bourdonnait doucement, saturé de senteurs enivrantes. Jasmin, rose, centifolia, lavande fraîchement coupée. Entre les étals débordants de couleurs, un homme élégant mais visiblement fatigué avançait prudemment. Sa canne en bois sombre frappait le sol avec un rythme mesuré. C'était Étienne Valéry, propriétaire de la prestigieuse maison de parfumerie Valéry & Fils, un nom murmuré avec respect dans le monde des fragrances. Ce jour-là, Étienne n'était pas simplement venu flâner. Depuis plusieurs semaines, il avait observé discrètement une fillette mystérieuse, toujours vêtue d'une robe rapiécée et d'un chapeau de paille élimé. On l'appelait Camille. Elle vendait de petits bouquets aux touristes, composition étonnamment harmonieuse pour une enfant. Mais plus encore, ce qui avait captivé Étienne, c'était son comportement. Elle ne flairait pas les fleurs, elle les écoutait. Ses gestes étaient précis, ses choix instinctifs, presque magiques. Alors, Étienne avait orchestré une mise en scène, une chute calculée, un moment propice à la révélation. Alors qu'il s'approchait de l'étal de pivoine, il fit mine de trébucher lourdement sur un pavé irrégulier. Les passants s'arrêtèrent, surpris. Une femme cria, mais Camille, sans hésiter, accourut. Ses petits pieds nus frappèrent la pierre, et en quelques secondes, elle était à ses côtés. « Monsieur, vous allez bien ?» Sa voix était douce, timide. Elle s'agenouilla, sortit de son panier une bouteille d'eau et une serviette en tissu qu'elle humidifia sans tarder. Étienne, toujours au sol, observait discrètement son visage concentré, la manière dont elle inclinait légèrement la tête en appliquant la compresse. Puis elle tira de sa poche un minuscule bouquet d'herbes, menthe poivrée, lavande et une touche de camomille. « Tenez, respirez ça, ça chasse la douleur. » Étienne inspira. Un sourire naquit malgré lui. La finesse de la combinaison prouvait une connaissance intuitive rare. Elle n'était pas simplement douée, elle était née pour cela. Il se redressa lentement, feignant encore la douleur. Camille l'aida du mieux qu'elle pouvait. Les gens commencèrent à s'éloigner, rassurés. Elle baissa les yeux, prête à repartir. « Attends, comment t'appelles-tu ?»« Camille, monsieur. »« Merci, Camille. Tu as un don. » Elle sourit timidement, rougit, puis fila entre les étals. Étienne la regarda s'éloigner, son cœur étrangement réchauffé. Le jeu était lancé. Camille vivait dans un jardin abandonné derrière une ancienne chapelle, un coin oublié où les herbes sauvages poussaient librement, où les abeilles dansaient au rythme du vent. C'était là qu'elle dormait, entre les buissons de romarin et les tiges de lavande, enveloppée dans une vieille couverture en laine. Ce refuge improvisé avait l'odeur de la terre après la pluie et des souvenirs d'une enfance perdue. Elle n'était pas née ici. Elle venait d'un orphelinat à Arles, un lieu froid où ses talents étaient vus comme des anomalies. Les autres enfants riaient de son obsession pour les odeurs, pour sa capacité à sentir la peur, la tristesse, même l'amour. On lui disait qu'elle était bizarre, que son nez était trop sensible. Et un jour, elle s'était échappée, suivant simplement le parfum du vent jusqu'à Grasse. Au marché, elle était vite devenue une figure discrète mais aimée. Les marchands lui offraient parfois des restes de fleurs, des fruits un peu abîmés. Elle les remerciait toujours en leur offrant des petits bouquets qu'elle composait sur place. Un couple de touristes anglais l'avait même photographiée, la décrivant comme une enfant fée des fleurs. Mais Camille restait solitaire. Elle parlait peu. Elle préférait écouter les murmures des plantes, observer les variations du vent, sentir les changements dans l'air. Son odorat était une boussole, une mémoire, un refuge. Chaque soir, après avoir vendu quelques bouquets, elle se glissait dans le café au coin de la place. Elle s'asseyait à une table vide, jamais très longtemps. C'est là qu'elle avait remarqué les petits flacons. Chaque jour, à la même heure, un homme, toujours le même, quittait sa table, oubliant étrangement un trio de flacons de parfum aux formes anciennes. Camille s'approchait, poussée par une force irrésistible. Elle ouvrait chaque flacon, un à un, et réorganisait leur ordre, toujours selon l'équilibre qu'elle percevait. Une fois, vétiver, bergamote, myrrhe. Elle inversa le vétiver et la myrrhe. Une autre fois, néroli, santal, poivre rose. Elle ajouta une goutte de citronnelle prise de son propre flacon. Puis elle repartait. Étienne, assis non loin, observait en silence. Chaque soir, son sourire s'agrandissait un peu plus. Il connaissait cette gestuelle. Sa défunte épouse, Marianne, avait les mêmes mouvements, la même façon de flairer l'air avant même de parler.
Étienne avait passé sa vie à chercher un successeur. Il venait de le trouver. Mais avant d'en faire son héritière, il devait connaître son cœur. Et le moment n'était pas encore venu. Depuis plusieurs jours, Camille S. était habituée à ces étranges flacons laissés sur la table du vieux café au volet vert amande. Elle n'osait pas demander à qui ils appartenaient, mais son instinct lui dictait que ces parfums n'étaient pas là par hasard. Le parfum n'est jamais innocent, pensait-elle. Il est une lettre invisible qu'on adresse à l'âme. Chaque soir, la scène se répétait. Elle s'approchait doucement, jetait un coup d'œil à droite et à gauche, puis ouvrait les flacons un à un. Elle inhalait à peine, ses narines frémissaient. C était comme lire une partition de musique avec le nez. Une note aiguë ici, un fond boisé là, et parfois un cœur floral trop appuyé qu'elle rééquilibrait avec des brins qu'elle portait toujours dans sa sacoche en tissu. Thym citronné, lavande fine ou pétales séchés de rose musqué. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était observée à chaque geste. Étienne Valéry, dissimulé derrière un journal ou un miroir discret, la regardait. Il notait mentalement chacune de ses réactions, chaque froncement de sourcils, chaque sourire contenu. Il reconnaissait l'intelligence olfactive brute, une chose qu'aucune école, aucun diplôme ne pouvait enseigner. Une fin d'après-midi, Camille trouva sur la table un flacon différent. Ancien, poli à la main, avec une étiquette à moitié effacée, mémoire de Mistral. Elle l'ouvrit et recula immédiatement. Quelque chose d'inconfortable l'envahit, un déséquilibre, trop de sauge, pas assez d'ambre. Elle tendit la main vers sa pochette, y ajouta une touche infime d'angélique séchée, referma et s'éloigna sans un mot. Étienne en resta bouleversé. Ce parfum, c'était une ancienne création abandonnée de sa défunte épouse. Il n'en restait que quelques flacons poussiéreux au grenier. Camille l'avait reconnu, puis corrigé. Ce soir-là, il décida qu'il était temps d'aller plus loin. La nuit tomba sur Grasse avec un frisson d'électricité. Un vent humide venu de la Méditerranée balaya la vallée, emportant avec lui les premiers signes d'une tempête. Les vendeurs du marché s'empressaient de ranger leurs étals, les volets claquaient, et les gouttes épaisses commencèrent à frapper les pavés. Camille courait. Son panier à moitié vide rebondissait contre sa hanche. Elle savait que le jardin abandonné où elle dormait serait vite inondé. Elle pensa à ses petits sachets de lavande, à ses fleurs séchées qu'elle avait suspendues sous une tôle rouillée. Toutes allaient être perdues, mais une silhouette l'attendait à l'entrée de la ruelle. Étienne, trempé mais résolu. « Viens avec moi. » Elle hésita. Les adultes l'avaient toujours déçue, toujours rejetée. Ce n'est que temporaire. Le temps que la pluie passe, ajouta-t-il doucement. Elle hocha la tête. Le trajet en voiture à travers les collines fut silencieux, ponctué seulement par le tambour de la pluie sur les vitres. Quand les grilles de la maison Valéry s'ouvrirent, Camille sentit son cœur se serrer. C'était un autre monde. Des buissons taillés avec précision, des allées bordées de cyprès, et cette odeur, terre mouillée, bois anciens et jasmin discret. Ils furent accueillis à la porte par une femme raide comme une statue, vêtue de noir. C'était Madame Geneviève de Latour, la gouvernante. Elle plissa les yeux en voyant Camille. « Qui est cet enfant ?»« La fille d'une ancienne cueilleuse de lavande, » répondit Étienne calmement. « Elle a perdu son foyer cette nuit. Elle restera ici quelques jours. » Geneviève ne répondit pas. Son regard disait tout. Pour elle, cet enfant appartenait au monde d'en bas, celui qui salit les essences et ignore l'étiquette. Camille fut conduite à une petite chambre sous les combles. Un lit simple, une commode, une petite fenêtre donnant sur les champs de lavande. Mais cette nuit-là, elle ne dormait pas. Le vent hurlait et dans sa tête, 1000 parfums se bousculaient. Elle sentit l'hostilité de la maison. Et surtout, elle sentit cette chose étrange, une porte fermée. Pas une vraie porte, mais une barrière invisible. Quelque chose qu'on lui interdisait d'approcher. Le lendemain, elle comprit. En descendant discrètement dans le jardin, elle aperçut à travers une grille de fer forgé un espace différent. Protégé, luxuriant, parfaitement entretenu. Un jardin de plantes rares, iris pallida, osmanthus, myrte et même une jeune tubéreuse, un trésor en Provence. Mais une voix la fit sursauter. « Tu n'as rien à faire ici. » C'était Geneviève. Elle avança vers Camille, les bras croisés, le visage dur. « Ce jardin est sacré. Il appartient à la mémoire de Madame Valéry. Seules les mains formées, dignes, peuvent y entrer. Pas celle d'une petite sauvageonne. » Camille ne répondit pas. Elle regarda encore une fois la tubéreuse, puis recula lentement.
Mais ce que Geneviève n'avait pas compris, c'est qu'on ne peut pas interdire un parfum à quelqu'un qui sait le ressentir dans l'air. Camille, même à distance, connaissait déjà chaque note de ce jardin. Les semaines passèrent. La tempête n'avait laissé que des souvenirs humides dans les rues de Grasse. Mais dans la maison Valérie, le silence demeurait tendu. Camille, pourtant, s'adaptait. Discrète, toujours à l'écoute, elle s'occupait de 1000 petites choses. Ranger les bouquets dans les vases anciens, nettoyer délicatement les flacons oubliés, trier les plantes séchées. Étienne, lui, observait. Il notait avec émotion la manière dont Camille respirait les objets avant de les toucher, comme si chaque chose portait une mémoire. Elle reconnaissait l'âge d'un savon à son parfum, l'origine d'un bois à sa résine. Et parfois, quand elle croyait être seule, elle murmurait des recettes, des combinaisons, comme si elle parlait à des fantômes. Un matin, alors qu'elle aidait à préparer des sachets de lavande pour le festival provençal, elle s'arrêta net. Elle tenait entre ses doigts une brassée de fleurs fraîches, mais une note différente l'alerta. Quelque chose dans l'air, un parfum connu mais lointain. Elle leva les yeux vers Étienne, qui fixait une photo encadrée sur le mur. Une femme au regard doux, le visage baigné de lumière, entourée de champs de fleurs. Elle aussi, elle écoutait les plantes. Étienne tourna lentement la tête. « Tu l'as connue » demanda-t-il. Camille hocha la tête. « Non, mais je la sens dans la maison, comme une trace douce, sucrée, très légère, comme de l'héliotrope. » Il sourit tristement. Elle s'appelait Marianne. Elle était la meilleure née que j'ai jamais connue. Ma femme, elle a disparu il y a 6 ans, dans les montagnes, en cherchant une fleur rare, une orchidée, presque mythique. Camille posa doucement les fleurs. Elle comprenait ce vide. Elle, aussi, cherchait quelque chose. Une mère qu'elle n'avait jamais connue, un lien qui lui manquait, une racine invisible. C'est ce jour-là que Geneviève, la gouvernante, commença à changer. Elle avait entendu la conversation cachée derrière une porte, et pour la première fois, elle ne vit plus une enfant intruse, mais un écho. Un soir, elle la surprit près de la grille du jardin interdit. Camille ne touchait à rien, elle se contentait de respirer. Geneviève ne dit rien. Le lendemain, la grille était entr'ouverte. Un signe. Mais l'harmonie fut brisée. La maison reçut une visite inattendue. Anne-Valérie, la nièce d'Étienne. Élégante, pressée, venue de Paris avec une équipe de tournage et une aura de supériorité glaciale. Elle descendit de sa voiture en escarpin verni, inspectant la propriété comme une inspectrice de patrimoine. Son regard tomba rapidement sur Camille, qui arrosait les plantes aromatiques près de la terrasse. « C'est une blague ? Tu héberges une petite sauvage ici, dans l'atelier ?» Étienne ne répondit pas immédiatement. Il savait que sa nièce, bien que brillante en affaires, n'avait jamais compris la profondeur de l'art olfactif. Pour elle, un parfum était un produit à vendre, pas une histoire à raconter. Elle a du talent, Anne-Valérie, du vrai talent. Et les journalistes internationaux, les blogueurs beauté, ils verront une orpheline en guenilles jouer parmi les fioles. Face à la pression, Étienne céda partiellement. Il proposa à Camille de rejoindre un pensionnat à Nice pour apprendre les bonnes manières, les sciences, les langues. Il promit que ce serait temporaire, que c'était pour son bien. Camille, blessée, accepta. Elle ne comprenait pas pourquoi, soudainement, on voulait qu'elle change. Elle n'avait rien demandé, ni les robes neuves, ni les cours, ni les regards froids des autres élèves. Le pensionnat, installé dans une villa belle époque dominant la mer, sentait la cire, la pierre froide et l'ennui. Les autres filles avaient des noms composés, des cheveux lisses et des parfums trop forts. Camille était seule. Elle trouva refuge dans 2 lieux, le jardin botanique, abandonné par les élèves mais vivant à ses yeux, et l'atelier de chimie, où l'on manipulait huiles et solvants. Mais quelque chose n'allait pas. Lors d'un cours de formulation, elle sentit que les huiles essentielles utilisées n'étaient pas authentiques. Le néroli avait une base synthétique. La vanille sentait le plastique. Elle en parla à son professeur, poliment. Il haussa les épaules. « Tu as l'imagination sensible. Ce sont des extraits certifiés. » Mais Camille insista. Elle demanda à comparer les échantillons avec ceux d'une réserve de la maison Valérie qu'elle avait mémorisée. Elle les reconnut immédiatement. Lors d'une visite d'inspection, la directrice du pensionnat présenta les ateliers à un groupe de parents fortunés. Camille, poussée par un mélange d'indignation et de vérité, intervint. « Ce n'est pas naturel, ils mentent. » Un silence choqué tomba sur la salle.
La directrice devint livide. Étienne, présent ce jour-là, comprit immédiatement que quelque chose de grave se tramait. Après une confrontation tendue avec l'administration, il décida de retirer Camille sur le champ. Elle ne dit rien pendant tout le trajet retour. Mais dans ses yeux brûlait une nouvelle flamme, celle de la révolte. Le retour à Grasse fut silencieux. Camille retrouva la maison Valérie comme un navire familier après une mer agitée. Mais rien n'était plus tout à fait pareil. Le jardin semblait plus accueillant, la gouvernante plus douce, mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus seulement l'enfant des fleurs, elle était celle qui avait osé parler. Étienne l'observait du coin de l'œil, partagé entre admiration et inquiétude. Il sentait que Camille n'était plus la petite fille qu'il avait ramassée parmi les pavés. Elle devenait une force, une intuition libre. Dans le laboratoire de la maison, il commença à l'initier à l'art de la formulation. Il ne s'agissait pas seulement de mélanger des huiles. Non, c'était une danse délicate, presque spirituelle. L'ordre, les proportions, le temps d'infusion, tout comptait. Camille, sans le savoir, respectait déjà ses lois. Elle écoutait, elle sentait, elle savait. Un après-midi d'automne, alors qu'il composait un accord autour de la fève tonka et du magnolia, Étienne s'arrêta et posa ses outils. « Camille, aimerais-tu que je t'adopte » Elle le fixa, abasourdie. Puis ses yeux se remplirent de larmes. « Je n'ai jamais eu de nom, juste Camille. » Et Valérie, cela tirait. Elle hocha lentement la tête, comme on accepte un destin. Mais le processus était complexe. L'administration, les papiers, les enquêtes, rien n'était simple quand on ne savait même pas où l'on était né. Alors, en attendant, ils continuèrent à créer. La maison retrouva une activité joyeuse et créative, rythmée par les cueillettes du matin et les expérimentations du soir. Geneviève confia à Camille les anciennes recettes familiales de savon et d'eau florale. La gouvernante, désormais, la surnommait la petite héritière. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'un journaliste de renom venu faire un article pour Vogue publie une chronique enflammée, Les nouveaux gardiens du parfum français, l'héritière sauvage de Grasse. Le monde découvrit Camille, et avec lui vinrent les regards, les intérêts et les menaces invisibles. L'attention médiatique attira plus que des curieux. Elle attira les prédateurs. À l'approche de l'hiver, la maison Valérie s'apprêtait à relancer une édition limitée de son parfum signature, Élixir Marianne, une formule ancienne, transmise de génération en génération, jamais reproduite depuis la mort de sa créatrice. Le jour de la dégustation olfactive, une dizaine de grands acheteurs internationaux étaient présents. Camille, habillée de blanc, observait en silence derrière une verrière. Elle connaissait la formule par cœur. Étienne lui avait tout expliqué, tout montré, sauf l'ingrédient final, conservé dans un petit coffre en bois à serrure triple. Le soir même, alors que tout semblait calme, Étienne remarqua quelque chose d'étrange dans son bureau. Le coffre était entrouvert, vide. La formule avait disparu. Panique. Le lendemain, des rumeurs commencèrent à courir. Une seule personne avait été vue entrant dans le bureau tard dans la nuit, Camille. Geneviève, fidèle mais troublée, ne savait plus que penser. Étienne, lui, restait silencieux. Il voulait croire à son innocence. Mais il doutait. Juste un instant. Et c'était déjà trop. Camille, blessée, humiliée, disparut au petit matin. Elle partit seule vers les collines, là où les fleurs sauvages poussent. Elle cherchait la plante qu'elle avait évoquée un jour avec Étienne, une fleur oubliée qui, disait-elle, portait l'âme de sa mère imaginaire. 2 jours passèrent. Étienne la chercha partout. La police aussi, en vain. Ce fut Geneviève qui la retrouva, épuisée, déshydratée, allongée parmi les anémones d'automne. Dans sa main, une tige rare de mélilo doré. Camille sombra dans une fièvre silencieuse. Pendant des jours, elle délira m'appelant des noms inconnus, murmurant des combinaisons olfactives comme des prières. Étienne ne quittait pas sa chambre. Il comprit enfin. Elle n'avait pas fui la vérité. Elle l'avait cherchée. Et pendant qu'elle dormait, Geneviève fouilla les registres du laboratoire. Ce qu'elle découvrit la glaça. Le jeune assistant, Thomas, avait falsifié l'inventaire. Des copies de formules anciennes avaient disparu ces derniers mois. Pire encore, ces relevés bancaires montraient des virements provenant d'une société écran liée à Cosmena International, une multinationale américaine. Et derrière Cosmena, une signature familière, Anne Valérie. La boucle se refermait.
Les jours qui suivirent furent les plus longs qu'ait connus la maison Valérie. Camille, entre vie et inconscience, respirait à peine. Sa fièvre montait, puis retombait comme les marées. Dans son sommeil, elle parlait aux fleurs. Parfois elle pleurait, parfois elle souriait faiblement. Étienne restait à son chevet. Il avait oublié les mondanités, les clients, les contrats. Il ne pensait qu'à une chose, la sauver. Geneviève, quant à elle, préparait des infusions anciennes, verveine, tilleul, lavande et sauge blanche, espérant calmer son corps en feu. Elle murmura un soir, alors qu'elle lui caressait le front, « Tu n'es pas née pour souffrir, petite. Tu es née pour sentir ce que nous avons oublié. » Quand Camille finit par ouvrir les yeux, la lumière du matin traversait les rideaux blancs. Elle murmura d'une voix rauque, « J'ai vu. Ma mère, elle avait des mains couvertes de pollen et elle chantait quand elle cueillait. » Étienne pleura silencieusement. Il lui serra la main, mais la paix fut brève. Geneviève avait mis en ordre toutes les preuves contre l'assistant. Thomas, échange d'emails, relevés bancaires, échantillons volés. Elle les remit à Étienne qui, cette fois, ne douta plus. Il convoqua Thomas au laboratoire. « Tu l'as fait » demanda-t-il froidement. Le jeune homme, d'abord surpris, tenta de nier. Mais face aux documents étalés sur la table, il céda. Il avoua tout, les pressions, les promesses d'Anne Valérie, les voyages à Paris pour remettre les copies des formules. Et pourquoi Camille? Pourquoi l'accuser? Siffla Étienne. Thomas baissa les yeux. Parce qu'elle vous faisait oublier les autres, elle avait ce don. Et moi, j'étais juste un technicien. Étienne le congédia sans un mot. Mais le coup le plus dur vint lorsqu'il appela sa nièce. Anne Valérie, prise de court, nia d'abord toute implication. Puis, face aux preuves, elle s'effondra. Elle avait été engagée en secret par Cosmena pour favoriser la vente de la maison Valérie en semant le doute sur sa stabilité interne. Il voulait racheter la marque, pas son âme. Elle n'avait jamais compris que l'âme d'un parfum ne se vendait pas. Lorsque Camille put à nouveau marcher, le soleil d'hiver baignait les collines de lumière dorée. Geneviève l'aidait à reprendre des forces, une infusion à la fois. Étienne, de son côté, s'était lancé dans une croisade pour sauver l'intégrité de la maison. Mais Camille, silencieuse, préparait quelque chose. Chaque matin, elle se rendait dans le jardin, celui qui lui avait été autrefois interdit, et observait. Elle cueillait de petites quantités, les faisait sécher au soleil, les réduisait en poudre, les infusait dans des huiles. Elle expérimentait. Puis, dans le vieux laboratoire, elle rouvrit les carnets de Marianne. Pas pour copier, pour comprendre. Un soir, alors que la neige menaçait les hauteurs, elle entra dans le salon et tendit à Étienne un flacon. Petit, simple, sans étiquette. « Ce n'est pas le parfum volé, » dit-elle. « C'est le parfum qu'il aurait pu devenir. » Étienne ouvrit le flacon. Une onde le traversa. Ce n'était pas une imitation. C'était un hommage, une évolution. Le même cœur, mais avec une ouverture nouvelle, une note sauvage, imprévisible, mais juste, comme Camille elle-même. Le lendemain, lors d'une réunion exceptionnelle avec les investisseurs et partenaires, Étienne leur présenta le flacon. Voici Résonance, un parfum qui lie 2 générations, créé à 4 mains, les miennes et celles de Camille. Un murmure parcourut la salle, et au fond, contre toute attente, se tenait Anne Valérie. Elle avait lu l'annonce, elle était venue, en silence. Lorsqu'elle sentit le parfum, elle recula d'un pas, les yeux embués. « C'est la première fois que je comprends ce que tu veux dire quand tu parles d'âme. » Étienne ne répondit rien. Camille s'approcha d'elle et lui tendit une petite fiole, faite à la main, décorée d'un brin de lavande séché. « Pour toi, même les notes de fond peuvent devenir des notes de cœur si on les laisse respirer. » Anne Valérie sourit faiblement. Et cette fois, ce n'était pas du marketing. Le parfum Résonance fit l'effet d'une étoile filante dans le monde de la haute parfumerie. En quelques jours, les appels affluèrent. Journalistes, distributeurs, musées olfactifs. La maison Valérie était sauvée, non par la tradition seule, mais par sa réinvention sensible. Camille, quant à elle, restait en retrait, préférant les serres et le séchage des fleurs au projecteur. Un matin de février, alors que les premières mimosas parsemaient les collines, un événement inattendu se produisit. Une femme apparut au portail de la maison Valérie. Élégante, vêtue d'un manteau crème et chaussée de bottines italiennes, elle tenait une valise dans une main et des documents dans l'autre. « Je m'appelle Hélène Dervaux. Je suis la mère biologique de Camille. » Le silence tomba comme un rideau. Geneviève, présente, laissa tomber la bassine qu'elle tenait. Étienne, alerté, descendit immédiatement.
Camille, de son côté, sentit le vent changer. La femme présenta un acte de naissance, des photos anciennes, une lettre signée d'une assistante sociale aujourd'hui décédée. Tout semblait concordant. Trop bien, presque. J'ai abandonné Camille parce que j'étais jeune, sans ressources, mais je veux réparer. Je veux qu'elle vive avec moi à Paris. Étienne était figé. Camille, elle, ne savait plus respirer, mais une vieille alliée veillait dans l'ombre. La vendeuse d'herbes, celle du marché de Grasse, réapparut en apprenant la nouvelle. Elle arriva, appuyée sur sa canne, et fixa longuement la prétendue mère. « Je vous connais, dit-elle. Vous n'êtes pas la mère de cet enfant. Vous étiez mannequin dans les années 90. Le visage d'une campagne pour Valérie & Fils. » Un frisson parcourut l'assemblée. Geneviève, piquée dans son orgueil de protectrice, monta dans les archives et en ressortit une revue ancienne. En couverture, la même femme, plus jeune, entourée de champs de roses. La vérité éclata lentement. La femme avait été renvoyée pour avoir revendu des échantillons de formules à des concurrents. Elle était ensuite tombée dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un certain groupe cosmétique la contacte. Cosmena, le même qui avait tenté de s'emparer de la maison Valérie. Lors d'un ultime affrontement dans le grand salon, face à Camille, Étienne et les collaborateurs de la maison, Hélène finit par céder. Ils m'ont payé pour empêcher l'adoption, pour créer un scandale, une distraction, mais je ne savais pas qu'elle serait si réelle. Camille la regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas né d'un ventre, je suis né de la terre, des fleurs et du silence. Et dans cette phrase, il y avait toute sa force. Les semaines suivantes furent comme un renouveau. Le projet de rachat par Cosmena fut publiquement dénoncé. Grâce à l'influence d'Étienne et à l'appui des journalistes passionnés, la tentative d'acquisition fut stoppée net. Un article dans Le Monde titra « Quand une enfant sauve un empire sensoriel ». Mais Camille ne s'en réjouissait pas en surface. Elle préparait autre chose. Elle proposa à Étienne un projet qu'elle avait en tête depuis des mois. Transformer l'ancien jardin où elle dormait autrefois, derrière la chapelle, en un jardin sensoriel éducatif. Un lieu vivant, ouvert au public, aux enfants, aux anciens, aux futurs nés. Un espace où chaque plante serait étiquetée non pas par son nom latin, mais par son émotion. Rappel d'enfance, réconfort d'hiver, frisson du matin. Étienne accepta, les larmes aux yeux. Le terrain fut nettoyé, les anciens colporteurs de fleurs appelés. Les apprentis de la maison aidèrent à la construction des sentiers olfactifs. Geneviève y planta un carré de verveine, à l'entrée, en hommage à sa propre grand-mère. Le jour de l'inauguration, tout Grasse était là. On offrit à Camille un petit tablier en lin brodé, gardienne des arômes. Mais le moment le plus fort survint à la fin de la cérémonie. Étienne, droit dans son costume en velours, prit la main de Camille. « Camille Valérie, aujourd'hui tu portes mon nom, non comme un poids, mais comme une semence. » Il lui remit le certificat d'adoption officiel, enroulé dans un ruban bleu lavande. Camille ne pleura pas. Elle respira, profondément. Autour d'elle, les mimosas ouvraient leurs fleurs. Le soleil de Grasse baignait la vallée d'une lumière tiède et dorée. C'était la saison des fleurs d'oranger, celles qui s'ouvrent timidement à l'aube et exhalent leur parfum sucré au moment précis où le vent se lève depuis les collines. Un an jour pour jour s'était écoulé depuis que Camille avait couru vers un homme tombé au milieu du marché. Et aujourd'hui, tout recommençait, mais rien n'était pareil. Camille, désormais officiellement Camille Valérie, se tenait sur les marches de la maison familiale, vêtue d'une robe simple couleur crème, ses cheveux retenus par une tresse de jasmin frais. Autour d'elle, le jardin sensoriel bourdonnait de visiteurs, enfants, apprentis, anciens nés venus de Paris, curieux du monde entier. Les gens ne venaient pas seulement sentir, ils venaient apprendre à ressentir. Ici, chaque plante avait sa propre histoire. Le romarin portait l'étiquette « Mémoire de grand-mère », la lavande « Silence après la pluie ». Et au centre, dans un petit cercle de pierre, une fleur rare trônait, protégée par une cloche en verre, le mélilo doré, celle que Camille avait trouvée en fuyant, celle qu'il avait presque tuée, et qui, aujourd'hui, représentait sa renaissance. Une cloche sonna dans la cour intérieure. Étienne, toujours élégant dans sa discrétion, monta sur l'estrade improvisée. Il y a un an, cette maison risquait de perdre son âme. Aujourd'hui, grâce à une enfant que la vie a d'abord blessée, puis révélée, nous avons retrouvé bien plus que des recettes anciennes. Nous avons retrouvé un sens. Les invités applaudirent, mais Camille détourna les yeux, presque gênée.
Une journaliste s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que ça fait d'avoir transformé une maison centenaire ?» Camille répondit simplement « Je n'ai rien transformé. J'ai juste écouté ce que les fleurs disaient depuis toujours. » Le parfum Résonance, désormais emblème de la maison, était offert dans un petit flacon aux visiteurs, accompagné d'une carte écrite à la main par Camille. Les vraies notes ne sont pas celles qu'on sent, mais celles qui restent quand le vent s'en va. Et puis, dans un coin discret du jardin, une dernière surprise. Un espace que personne n'avait vu encore. Le cercle des mains, une série de moulages en plâtre de mains d'artisans, celles de Geneviève, d'Étienne, de la vieille herboriste, et même d'enfants du village. Au centre, 2 mains côte à côte, celle de Marianne, sculptée à partir d'un ancien gant, et celle de Camille, les siennes, empreintes de terre et de pollen. Camille s'agenouilla, toucha les contours. Elle ne pleurait pas, elle respirait. Et c'était cela, désormais, sa manière de prier. Le soir venu, alors que les collines devenaient violettes, Camille et Étienne s'assirent au bord du jardin. « Elle serait fière de toi », dit-il en regardant le ciel. « Elle me parle parfois, dans les parfums. » Que dit-elle? Camille sourit. Elle me dit « Souviens-toi que les fleurs simples sont les plus tenaces. » Un vent léger passa entre eux, emportant avec lui les notes de fleurs d'oranger, de thym sauvage et de résine douce. Grâce s'endormait. Mais quelque chose, dans ce jardin, veillait désormais pour toujours.